Avant toute chose, je veux que vous remarquiez l'heure, quelle que soit l'heure qu'il est là où vous vous trouvez en ce moment. Tard le soir, au beau milieu de la nuit, ce curieux moment de calme au petit matin quand la maison a enfin cessé de faire du bruit, prêtez-y attention, car vous n'aviez pas prévu d'être ici. Vous ne vous êtes pas réveillé ce matin en inscrivant cela sur une liste. Vous faisiez autre chose. Vous avez ignoré une centaine de choses qui n'ont pas retenu votre attention. Et puis celle-ci l'a fait. Quelque chose en vous a ralenti. Quelque chose en vous s'est arrêté. Et il y a une part silencieuse en vous qui sait déjà pourquoi. Cette part de vous essaie d'attirer votre attention depuis un moment déjà. Pas de manière bruyante. Elle ne se manifeste presque jamais bruyamment. Elle prend la forme de cette même pensée qui surgit à 3 heures du matin, nuit après nuit, sous un aspect légèrement différent. Elle prend la forme du nom d'une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis des années, qui refait surface sans aucune raison. Et puis 2 jours plus tard, ce nom apparaît sous vos yeux. C'est une chanson qui passe au moment exact où vous aviez besoin d'en entendre les paroles. Un nombre que vous ne cessez de voir. Une phrase prononcée en passant par un inconnu et qui résonne en vous bien plus profondément que ne le devrait la phrase d'un inconnu. Une porte qui s'est refermée si nettement et si définitivement que vous n'avez même pas pu vous en mettre en colère, car une part de vous était presque soulagée. Et à chaque fois, vous avez réagi de la même manière. Vous l'avez remarqué. Vous avez senti ce petit tiraillement dans votre poitrine. Et puis vous avez cherché une explication logique pour l'ignorer. Vous vous êtes dit que vous étiez fatigué. Vous vous êtes dit que vous cherchiez du sens parce que les temps étaient durs. Vous vous êtes dit que si l'on prête attention à quoi que ce soit suffisamment longtemps, on finit par le voir partout. Et cette explication est confortable, elle est en partie vraie, et c'est aussi le moyen le plus efficace de rester exactement là où vous êtes. Alors ce soir, je vais vous demander de faire quelque chose de différent. Pas de croire à quoi que ce soit, juste de garder la question ouverte un peu plus longtemps que d'habitude. Car il existe un ensemble de travaux très sérieux, psychologiques, cliniques, neurologiques, qui affirment que le moment ce n'est pas un simple décor, c'est un signal qui se manifeste à un stade bien précis de la vie d'une personne, et il n'apparaît presque jamais par hasard. Il apparaît au niveau des seuils. Il apparaît juste avant que quelque chose ne change. Et voici la partie qui va vous déstabiliser un peu, et c'est mon but. Au moment où vous remarquez le signal, la décision a déjà été prise. Pas par l'univers, au sens où on l'entend d'habitude. Pas par la chance. Pas par une quelconque force extérieure qui vous choisirait comme le ferait une loterie pour un ticket gagnant. Quelque chose en vous a déjà pris la décision. Cette chose a décidé silencieusement, au fil des mois, peut-être des années, dans un endroit auquel vous n'avez pas facilement accès. Et ce que vous vivez en ce moment, ce tiraillement, cet étrange sens du timing, ce sentiment que quelque chose tourne autour de vous, n'est pas le commencement de cette décision. C'est le moment où elle est enfin devenue visible. Restez avec moi, car le mécanisme par lequel cela se produit est bien plus intéressant que n'importe quelle version mystique, et d'ici la fin de ceci, vous comprendrez exactement ce qui a été décidé, quand cela a été décidé, pourquoi cela refait surface maintenant, et, c'est le plus important, ce que vous êtes censé faire dans l'étroite fenêtre de tir qui s'ouvrira ensuite. Car cette fenêtre se referme bel et bien. Elle se referme d'une manière bien précise, et la plupart des gens la ratent pour une raison presque douloureusement humaine. Mais d'abord, abordons la question de la coïncidence elle-même, parce que vous devez savoir ce que vous avez réellement sous les yeux. Il y avait un médecin qui accompagnait des patients confrontés aux plus profondes difficultés psychologiques et qui se heurtait sans cesse à un phénomène qu'il ne parvenait pas à élucider. Maintes et maintes fois, à des moments très précis du traitement d'une personne, le monde extérieur semblait répondre au monde intérieur. Un patient tournait autour d'une vérité qu'il refusait de prononcer à voix haute, et il se passait quelque chose dans la pièce, ou sur le chemin du retour, ou le lendemain matin, qui correspondait si précisément à cette vérité que cela brisait ses défenses, là où des mois de conversation avaient échoué. Il a décrit un cas qui marque les esprits depuis un siècle maintenant. Elle est complètement bloquée. Son intelligence était devenue une forteresse. Elle parvenait à démonter chaque piste de réflexion qui lui était proposée avant même qu'elle ne l'atteigne. Rien ne filtrait. Et un jour, elle décrivait un rêve qu'elle avait fait, dans lequel on lui remettait un bijou en or en forme de scarabée. Tandis qu'elle parlait, il entendit un léger tapotement à la fenêtre derrière lui. Il se retourna, l'ouvrit, et un insecte vola dans la pièce. Une cétoine dorée, un coléoptère dont la carapace vert dorée
était ce que ce climat pouvait produire de plus proche du scarabée qu'elle venait de décrire. Il l'attrapa dans sa main, la lui tendit et lui dit « Voici votre scarabée. » Sa forteresse s'est effondrée, non pas à cause d'un argumentaire, mais parce que la réalité venait de faire une chose pour laquelle son esprit ne possédait aucun tiroir de classement. Il a appelé ce type d'événement la synchronicité. Et la définition a son importance, alors laissez-moi vous la donner simplement, car la plupart des gens répètent le mot sans jamais en saisir le concept. Une synchronicité est une coïncidence entre un état intérieur et un événement extérieur lorsqu'il n'existe aucun lien de causalité possible entre eux. Le scarabée n'a pas lu son rêve. Et pourtant, le sens de cette association est si spécifique et si personnellement exact que de n'y voir rien du tout semblerait malhonnête. Deux choses se produisent en même temps. L'une en vous, l'autre à l'extérieur de vous. Rien ne les relie physiquement, tout les relie par le sens. Or, voici ce que presque tout le monde comprend de travers à ce sujet, et c'est cette erreur qui maintient les gens enfermés toute leur vie dans une vision superficielle et superstitieuse de cette idée. Ils pensent que la coïncidence est un message qui leur est adressé. Ce n'est pas le cas. Ou du moins, cette vision des choses vous cantonne au rôle le plus insignifiant et le plus passif qui soit, celui d'une personne qui attend près de sa boîte aux lettres, en espérant que l'univers lui écrive. Et les gens qui adoptent cette posture passent des années à collectionner les signes sans rien changer. Ils peuvent vous énumérer chaque chiffre qu'ils ont vu ce mois-ci. Ils sont incapables de vous citer une seule chose qu'ils ont faite différemment à cause de cela. Ce qu'il a réellement observé était bien plus étrange et bien plus utile. Ces événements ne survenaient pas au hasard tout au long d'une vie. Ils se regroupaient. Ils se concentraient autour des moments de pression psychologique, des moments où quelque chose chez une personne se réorganisait en profondeur, où une ancienne structure s'effondrait alors qu'une nouvelle ne s'était pas encore formée. En d'autres termes, la synchronicité apparaissait comme un symptôme du changement intérieur, et non comme sa cause. Réalisez bien cela, car cela inverse tout. La coïncidence n'a pas provoqué le changement. Le changement était déjà en cours, et la coïncidence était l'une des façons dont il a percé à la surface. Ce qui nous ramène directement à vous, à ce soir, et à cette chose que vous ressentez depuis des semaines. D'ailleurs, s'ils sont la perturbation en surface de quelque chose qui est déjà en mouvement en profondeur, alors le fait qu'il vous arrive en ce moment même, dans cette période de votre vie, n'est pas une promesse concernant l'avenir, c'est une information concernant le présent. Cela vous indique que quelque chose en vous a déjà basculé. Quelque chose a déjà été réglé en deçà du seuil de votre conscience, et c'est désormais suffisamment imposant pour projeter une ombre sur votre quotidien. C'est pourquoi le titre disait que quelque chose était déjà décidé. Non pas que quelque chose sera décidé, ni que quelque chose pourrait l'être. La décision est derrière vous. Ce qui se dresse devant vous, c'est uniquement de savoir si vous allez y coopérer ou si vous passerez encore 2 ans à la combattre. Et je connais l'objection immédiate, car c'est la bonne. Décider par quoi? Par qui? Si ce n'est pas par le destin, ni par la chance, alors par quelle part de moi? C'est là que les choses deviennent précises. Et ce même médecin nous a laissé une phrase à ce sujet qui est, je pense, l'une des phrases les plus utiles jamais écrites sur la vie humaine. Il a écrit que lorsqu'une situation intérieure n'est pas rendue consciente, elle apparaît à l'extérieur comme étant le destin. Méditez un instant là-dessus. Quelque chose en vous, que vous n'avez pas regardé en face, ne reste pas à l'intérieur de vous. Cela ne reste pas sagement rangé dans un coin. Cela fuit vers l'extérieur. Cela organise vos circonstances. Cela choisit vos relations. Cela écrit vos schémas de répétition. Et parce que vous ne l'avez jamais regardé en face, vous ne reconnaissez pas votre propre écriture lorsqu'elle se manifeste dans votre vie. Alors, vous appelez ça la poisse. Vous appelez ça un mauvais timing. Vous vous dites que c'est toujours comme ça que les choses se passent pour vous. Voilà le moteur qui se cache sous presque tous les schémas répétitifs que vous avez connus. Le même genre de personne, 3 noms différents. Le même travail, avec un logo différent sur la porte. La même dispute, la même dynamique, la même issue, avec des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Ce même moment où les choses vont enfin bien et où vous posez ce petit acte discret qui vient tout démolir. Et qui s'exprime vers l'extérieur avec une immense constance. Et une fois que vous avez compris cela, la coïncidence significative cesse d'être un ticket de loto pour devenir quelque chose de bien plus sérieux.
Elle devient un instant où l'intérieur devient brièvement visible à l'extérieur. C'est la seule fois où le schéma vous permet de le voir. Ce qui signifie que la bonne réaction face à ce qui vous arrive en ce moment n'est pas l'excitation. L'excitation est facile, et elle s'évapore en 4 jours environ. La bonne réaction, c'est l'attention. Parce qu'on est en train de vous montrer, en ce moment même, les contours d'une chose que vous portez en vous sans jamais l'avoir examinée. Alors, découvrons de quoi il s'agit. Car il y a une chose bien spécifique qui se décide chez une personne, et elle se décide dans un endroit bien spécifique, et ce n'est pas là où vous le pensez. Cela ne se décide pas dans vos pensées. Vos pensées sont la partie la plus bruyante et la moins fiable de vous-même. Vous avez pensé à changer 1000 fois. La réflexion n'a jamais été le problème. Cela se décide plus bas. Cela se décide dans le corps. Et c'est là qu'intervient la seconde moitié de l'équation, car il existe toute une série de travaux, modernes, mesurables, réalisés à l'aide de l'imagerie cérébrale, de la chimie du sang et du rythme cardiaque, qui décrivent le mécanisme exact par lequel l'état intérieur d'une personne devient sa vie extérieure. Pas métaphoriquement, mécaniquement, chimiquement, quotidiennement. Et dès l'instant où vous verrez comment fonctionne cette machine, vous comprendrez pourquoi ce mois-ci vous a fait cet effet-là. Voici l'idée, dépouillée de tout artifice. Votre personnalité crée votre réalité personnelle. On dirait une citation sur un mur, jusqu'à ce que l'on décortique le mot personnalité, car ce n'est pas un concept vague. Votre personnalité est constituée de 3 ingrédients, et seulement 3. La façon dont vous pensez, la façon dont vous agissez, ce que vous ressentez. C'est tout. Ces 3 éléments, répétés au quotidien, sont ce que vous êtes. Et votre réalité personnelle, vos relations, votre travail, votre santé, votre compte en banque, la texture même d'un banal mardi, est le résultat cumulé de ces 3 éléments à l'œuvre depuis des années. Donc, s'il y a une partie de votre vie que vous avez voulu changer sans y parvenir, ce n'est pas parce que vous ne le vouliez pas assez, c'est parce que vous essayez de changer le résultat tout en gardant la machine identique. Vous vouliez une vie différente en gardant le même moi. Et de ces 3 ingrédients, celui que personne ne gère, celui qui fonctionne presque entièrement sans supervision, c'est le 3e. Ce que vous ressentez. Car voici ce que la plupart des gens n'apprennent jamais à propos des émotions. Une émotion n'est pas seulement quelque chose qui se produit dans votre esprit. Une émotion est un événement chimique dans le corps. Lorsque vous ressentez quelque chose, votre cerveau libère un cocktail chimique spécifique, et votre corps le reçoit et s'y adapte. Et le corps est une formidable machine à apprendre. Il apprend tout ce que vous lui répétez. C'est sa fonction première. Ainsi, lorsque vous ressentez la même émotion tous les jours, et je veux que vous soyez honnête sur l'identité de la vôtre, le corps ne la vit plus comme une émotion. Il la vit comme son état de base, comme la normale, comme son foyer. Ressentez une légère inquiétude tous les jours pendant 5 ans, et l'inquiétude cessera d'être une réaction. Elle deviendra votre position de repos chimique. Ressentez un ressentiment silencieux tous les jours, et le ressentiment deviendra la température de votre sang. Ressentez un manque de valeur. Ressentez ce léger sentiment de fond de ne pas être tout à fait à la hauteur tous les jours. Et finalement, votre corps cessera d'attendre une raison pour le produire. Il le produira à heure fixe, le matin, avant même qu'il ne se soit passé quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là que cela cesse d'être de la psychologie pour devenir quelque chose de beaucoup plus proche de la physiologie, car le corps n'est pas neutre par rapport à son état de base. Il le défend. Il a mémorisé cette chimie, il veut cette chimie, et lorsqu'une journée s'écoule sans elle, le corps partira à sa recherche. C'est pourquoi vous pouvez passer une semaine sincèrement excellente et vous surprendre, le jeudi après-midi, à scruter votre vie pour trouver un motif d'inquiétude. Ce n'est pas du pessimisme. C'est un corps qui réclame sa dose habituelle. C'est aussi pour cela que vous avez rejoué dans votre tête une conversation d'il y a 4 ans qui ne peut plus rien changer. Pour cela que vous avez répété sous la douche une dispute avec quelqu'un qui n'est pas là. Pour cela que vous avez imaginé, dans les moindres détails, une catastrophe qui ne s'est pas produite et qui ne se produira probablement pas. Chacune de ces répétitions libère la substance chimique en question. Chacune d'elles vient nourrir le corps. Et après suffisamment d'années, le corps a effectivement pris le dessus. Parce que le corps est désormais devenu l'esprit. Pas votre esprit pensant, l'esprit plus profond, celui qui tire les ficelles en coulisses. Au moment où vous atteignez la mi-trentaine, près de 95% de ce que vous êtes se résume à un ensemble de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles, d'attitudes ancrées et d'habitudes inconscientes qui fonctionnent automatiquement. Votre esprit conscient,
Celui qui décide, qui fait preuve de volonté, hérite de ce qu'il reste, une infime fraction. Alors, quand vous vous posez en janvier pour décider, avec une réelle sincérité, que cette année sera différente, vous êtes une petite voix en train de négocier avec quelque chose de gigantesque qui a déjà pris sa décision. Et ça ne débat pas avec vous. C'est bien ça le problème. Ça ne débat pas. Ça se contente d'attendre. Ça attend que vous soyez fatigué, occupé ou légèrement débordé, et puis ça reprend le dessus. Et maintenant, rassemblez ces deux tableaux, car séparément, ils sont intéressants, mais ensemble, ils expliquent tout. La situation intérieure que vous n'avez jamais rendue consciente devient le destin que vous n'avez jamais choisi. Et l'émotion que vous n'avez cessé de répéter devient le corps qui dirige vos journées. C'est le même constat, exprimé sous deux angles différents. L'un venu des profondeurs de la psyché, l'autre de la chimie du sang. Tous deux disent la même chose. Ce que vous refusez de regarder en face prend le contrôle de votre vie. Voilà ce qui a été décidé, non pas par les astres, par la répétition. À présent, voici la question qui compte vraiment. Celle pour laquelle vous êtes venu jusqu'ici, que vous l'auriez formulée ainsi ou non. Si tout cela est vrai, pourquoi maintenant? Pourquoi cela résonne-t-il si fort en vous en ce moment précis? Pourquoi cette période de l'année, ce mois-ci, cette semaine, cette heure? Parce qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être remarqué et ignoré. Cela n'a pas commencé ce soir. Ce soir, c'est simplement le moment où vous vous êtes enfin arrêté pour y prêter attention. Mais si vous remontez le temps, de 3 semaines, 6 semaines ou plus, vous en trouverez le point de départ. Une agitation sans objet précis, une fatigue que le sommeil ne répare pas, une étrange perte d'appétit pour des choses que vous aviez toujours plaisir à faire, une conversation qui vous satisfaisait auparavant et qui vous donne maintenant l'impression de se dérouler derrière une vitre. Et je veux être très prudent ici, car il existe de véritables pathologies médicales et émotionnelles qui produisent ces sentiments. Et si ce que vous portez est lourd et constant, cela mérite des soins appropriés de la part d'une vraie personne, pas d'une vidéo. S'il vous plaît, prenez cela au sérieux. Mais il existe aussi une version de cet état qui n'est pas une maladie. Il en existe une version qui est celle d'un système se préparant à se réorganiser. Et ce processus porte une signature qu'il est bon de connaître. Cette signature, la voici. La fatigue est sélective. La maladie draine l'énergie pour tout. Ceci draine l'énergie pour des choses bien précises. Vous remarquez que vous ne pouvez plus faire semblant dans un compartiment bien précis de votre vie. Le rôle que vous jouez depuis des années, la personne complaisante, la personne compétente, la personne qui va bien, vous coûte soudainement plus qu'il ne vous rapporte. Vous vous surprenez à ne plus pouvoir rire de ce qui vous a toujours fait rire. Vous voyez une petite clarté froide surgir au beau milieu des événements ordinaires. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et puis elle s'évanouit, et vous retournez travailler. Ce n'est pas vous qui êtes en train de vous effondrer. C'est l'ancienne structure qui perd son emprise. Car voici ce qui se passe chez une personne juste avant un véritable changement, et comme on ne l'explique à presque personne, les gens interprètent totalement de travers ce qui leur arrive et cèdent à la panique. L'ancienne identité ne s'en va pas d'abord pour laisser place à la nouvelle. Il y a un chevauchement. Il y a une période où l'ancienne façon d'être a cessé de fonctionner et où la nouvelle ne s'est pas encore formée. Et cet entre-deux donne l'impression de n'être rien. Il donne l'impression de dériver. On a l'impression d'être démotivé ou perdu ou de perdre son temps. Vous ne perdez pas votre temps. Vous êtes dans cet entre-deux. Pensez à un crabe. Pour grandir, il doit quitter sa carapace. Et pendant plusieurs jours après l'avoir fait, il est mou, totalement exposé, plus lent, plus vulnérable qu'il ne l'a jamais été. Si vous ne saviez pas ce que vous regardiez, vous jureriez que l'animal est en train de mourir. Il ne meurt pas, il est entre deux tailles. La carapace devenue trop petite n'était plus un abri, c'était une limite, et il n'y a aucun moyen d'en obtenir une plus grande sans passer par une période de vulnérabilité. C'est cet inconfort que vous portez en vous. Ce n'est pas un déclin, c'est l'intervalle. Et c'est exactement là que les coïncidences significatives commencent à apparaître. C'est ce que ce médecin observait chez ses patients. Non pas pendant leur période de stabilité, mais pendant leur réorganisation. Les signes arrivent quand la carapace est tombée, ce qui vous indique une chose très précise concernant votre situation. Le simple fait que vous remarquiez ces timings, ces résonances et ces étranges convergences est la preuve que le travail intérieur est déjà bien en cours. Il ne fait pas que comme
question plus difficile. Et c'est celle pour laquelle je resterai jusqu'au bout si j'étais vous, car c'est là que la plupart des gens échouent en silence. Si la décision a déjà été prise en profondeur et que quelque chose en vous est déjà en mouvement, pourquoi votre vie ressemble-t-elle encore exactement à ce qu'elle était? Pourquoi rien n'a-t-il changé à l'extérieur? Il y a une raison à cela. Et ce n'est pas la paresse, ce n'est pas le manque d'envie, et cela n'a rien à voir avec le fait de le mériter ou non. C'est un mécanisme, il est spécifique. Et une fois que vous l'aurez compris, vous le reconnaîtrez à l'œuvre dans votre vie d'ici un jour ou deux. Ce mécanisme, le voici. Votre corps se bat pour l'ancien vous. Il se bat avec toute l'énergie dont il dispose, et il est persuadé d'être en train de vous sauver la vie. Comprenez ce qu'est réellement votre corps. Ce n'est pas un passager. C'est un système dont l'unique mission est de maintenir des conditions stables. Température, chimie, pression, rythme, tout maintenir à l'équilibre, peu importe ce que fait le monde extérieur. Ce système ne possède pas de catégorie pour l'amélioration. Il possède une catégorie pour ce qui est connu et une catégorie pour ce qui est inconnu. Le connu est sûr, l'inconnu est une menace. Et chaque état émotionnel que vous avez répété au fil des années a été classé, tout au fond de ce système, dans la catégorie du connu. Ainsi, au moment où vous commencez à changer véritablement, et non pas seulement à y penser, vous pénétrez dans une chimie qui ne lui est pas familière. Et votre corps interprète cela comme un danger. Non pas le danger que représenterait une idée, le danger tel qu'il interprète une chute de tension artérielle. Il y répond en vous ramenant vers ce qui lui est familier, par tous les moyens à sa disposition. Et il ne le fait pas en vous faisant un discours, il est bien plus intelligent que cela. Il le fait par le biais des sentiments. Il vous submerge du sentiment soudain et urgent que tout cela ne fonctionne pas, que vous avez l'air ridicule, que vous devriez être réaliste, ce que vous ferez ça correctement le mois prochain quand les choses se sont. Elle ressemble à de la lucidité. Elle donne l'impression que la maturité se pointe enfin. C'est pourquoi elle gagne si souvent. Vous ne les rejetez pas, parce que vous ne les percevez pas comme un adversaire. Vous les percevez comme du bon sens. Je veux que vous repensiez à la dernière fois où vous vous étiez engagé depuis 3 ou 4 jours dans un projet sérieux. Pas un fantasme, quelque chose que vous aviez réellement commencé. Et le 3e ou le 4e jour, une pensée s'est manifestée, qui semblait calme, sensée et adulte, et qui vous a dit « ce n'est pas le bon moment ». Ce n'était pas de la sagesse. C'était l'état de manque qui portait le manteau de la sagesse. Et vous pouvez le vérifier, c'est d'ailleurs ce qui rend la chose non seulement intéressante, mais utile. La vraie sagesse est tranquille, et elle reste vraie une semaine plus tard. L'état de manque est urgent, et il arrive toujours précisément au moment où l'ancienne chimie vient de manquer pendant un certain temps. Observez le timing de vos doutes. Un doute qui se pointe à heure fixe n'est pas une prise de conscience. C'est une envie irrépressible accompagnée d'un argumentaire. Il y a une autre dimension à cela, et c'est celle qui touche le plus au vif. Alors laissez-moi la formuler avec précaution. Une partie des choses que vous les fuyez parce qu'elles sont inconnues de soi-même. Vous l'avez fait très tôt, et vous l'avez fait pour de bonnes raisons. Parce qu'il y avait des choses en vous qui suscitaient de mauvaises réactions chez les personnes dont vous aviez besoin de l'approbation pour survivre à l'enfance. Votre colère peut-être, votre ambition, votre besoin d'affection, votre côté bruyant, votre vulnérabilité, votre désir d'être vu. Peu importe ce que c'était, vous avez appris que ce n'était pas le bienvenu. Alors vous l'avez déposé quelque part, à l'abri des regards, et vous vous êtes construit une personnalité autour de ce vide. Et ce matériel enfoui ne se décompose pas. Il attend. Et parce que vous ne le regardez pas en face, il fait ce que font toujours les choses qu'on refuse de regarder. Il se manifeste à l'extérieur sous la forme de circonstances. La personne qui a enfoui sa colère à 8 ans se retrouve, à 50 ans, entourée de gens qui lui marchent sur les pieds. Et elle met ça sur le compte d'un manque de chance avec son entourage. La personne qui a enfoui son besoin d'être vue finit par accomplir un travail exceptionnel dont quelqu'un d'autre s'attribue le mérite, encore, et elle appelle ça la politique d'entreprise. La personne qui a enfoui ses désirs finit dans une vie entièrement raisonnable et silencieusement insupportable. Et elle appelle ça être un adulte responsable. Rien de tout cela n'est le destin. Ce sont tous des situations intérieures,
jamais rendues conscientes, qui apparaissent à l'extérieur sous les traits du destin. Et maintenant, voici le renversement de situation, et je veux que vous l'entendiez comme il se doit, car cela change complètement ce que vous croyez être le sujet de toute cette réflexion. Vous avez probablement supposé que tout ce qui vous tourne autour ces derniers temps vous oriente vers quelque chose de nouveau. Un nouvel endroit, une nouvelle personne, une nouvelle opportunité, quelque chose qui arriverait de l'extérieur. Ce n'est pas le cas, ou du moins, pas en premier lieu. Ce qui remonte à la surface, c'est une part de vous que vous avez abandonnée il y a longtemps et que vous êtes enfin assez fort pour vous réapproprier. C'est pour cela que ça vous semble si étrange. C'est pour cela que ce tiraillement possède cette familiarité teintée de peur. C'est pour cela que la coïncidence ne donne pas l'impression d'être un inconnu qui vous tape sur l'épaule. Elle donne une impression de reconnaissance, comme une pièce dans laquelle vous êtes déjà entré. On ne vous tend pas quelque chose de totalement étranger. On vous restitue quelque chose que vous aviez exilé. Et on ne vous le restitue que maintenant, parce que vous êtes enfin capable de l'assumer. À 22 ans, vous n'auriez pas pu l'assumer. À 35 ans, vous étiez en mode survie. Si cela se présente à ce stade précis de votre vie et pas plus tôt, ce n'est pas parce que le timing est aléatoire. C'est parce que les déceptions que vous avez encaissées depuis lors ont dissipé les illusions qui vous auraient poussé à en faire un mauvais usage. C'est une bienveillance inconfortable, mais bien réelle. Ces dernières années vous ont pris quelque chose, mais elles vous ont aussi délesté de quelque chose. À présent, à ce stade, une objection tout à fait raisonnable a tendance à se former, et je ne veux pas passer outre, car si je le faisais, tout ce qui va suivre ne serait plus que du remplissage. L'objection est la suivante. Très bien. Mais les coïncidences ne sont aussi qu'une affaire de probabilité. Des choses rares se produisent constamment. Remarquez un chiffre et vous le verrez partout. Pensez à quelqu'un, et l'une de ces pensées finira bien par coïncider avec un coup de fil. Ce n'est pas du sens, c'est de l'arithmétique et de l'attention. Et c'est exact, c'est vrai. Et toute version de cette théorie qui ne pourrait pas survivre à cette objection ne mérite pas que vous y consacriez du temps. Voici donc la distinction honnête qu'il faut faire. Et c'est la notion la plus utile en pratique sur tout ce sujet. La question n'est jamais de savoir si l'événement extérieur a été provoqué. En général, il ne l'a pas été, et cela n'a aucune importance. La vraie question, c'est de savoir ce que cet événement a révélé sur ce qui se trouve à l'intérieur. Pensez à ce qui doit réellement se produire pour qu'une coïncidence vous frappe. Des milliers de choses traversent votre perception chaque jour, et presque toutes se dissipent instantanément. Votre système nerveux applique un filtre permanent, et ce filtre n'est pas neutre. Il est calibré sur ce qui vous préoccupe en profondeur. Alors, lorsqu'un détail particulier parmi des milliers franchit ce filtre et vous frappe en plein cœur, vous venez d'apprendre une chose extrêmement précise. Vous avez appris sur quoi votre filtre est réglé. Vous avez appris ce que vous portiez en vous. Le scarabée à la fenêtre n'a pas résolu la psychologie de cette femme. Il lui a montré, dans un instant indéniable, que quelque chose en elle cherchait à atteindre exactement cette image, et qu'une part d'elle-même, opérant en dessous de son formidable intellect, essayait déjà de se mettre en mouvement. Voici donc le test. Lorsqu'une chose vient vous percuter, ne vous demandez pas « Qui a envoyé cela ?» Demandez-vous plutôt « Pourquoi étais-je configuré pour capter ceci en particulier ?» Parce que la réponse à cette seconde question concerne toujours, immanquablement, quelque chose qui est déjà bien vivant en vous. Et cette réponse est disponible immédiatement, ce soir, sans qu'il soit nécessaire d'avoir la foi. Vous savez déjà de quoi parlait la vôtre. Vous l'avez su dans la seconde où elle s'est produite. Il y a un sujet vers lequel votre esprit s'est tourné instantanément. Une personne, une décision, une porte, un chiffre sur un compte bancaire, une chose que vous vous absteniez de dire. Cette association instantanée est le véritable message, et il provenait de l'intérieur même de la maison. Ce qui signifie que vous pouvez arrêter d'attendre une confirmation. Le simple fait de l'avoir remarqué, c'était cela la confirmation. La décision a donc été prise. L'ancienne carapace est en train de se détacher. Votre corps se bat pour vous maintenir là où vous étiez. Et ce qui fait surface, c'est une part de vous que vous aviez enterrée. La seule question qui reste est celle qui déterminera si ce mois-ci deviendra un tournant décisif ou simplement un autre sentiment intéressant que vous avez éprouvé un jour. Comment vous mettez-vous réellement en mouvement? Pas en théorie. Dans une vraie semaine, avec un vrai travail, une vraie fatigue, de vraies personnes qui s'attendent à ce que vous restiez le même. C'est à cela que sert la suite de ce propos. C'est du concret, et cela commence par 2 fenêtres de temps que vous traversez chaque jour
sans même réaliser ce qu'elles sont. La première, ce sont les quelques minutes qui suivent votre réveil, avant d'être totalement immergé dans la journée. La seconde, c'est l'intervalle où vous vous endormez, quand la pensée se relâche et que les images commencent à dériver d'elles-mêmes. Dans ces deux fenêtres, votre cerveau fonctionne sur des rythmes plus lents que lors d'un état de veille normal. Et dans ces rythmes plus lents, le mur entre votre esprit conscient et l'esprit automatique, plus profond, est plus fin qu'à n'importe quel autre moment de votre journée. C'est le seul moment où il s'ouvre de lui-même, sans aucun effort. Maintenant, pensez à ce que vous faites passer à travers cette ouverture à l'heure actuelle. Le matin, la plupart des gens attrapent leur téléphone avant même que leurs pieds ne touchent le sol, et y déversent les urgences des autres, l'indignation des autres, la vie des autres. Le soir, la plupart des gens s'allongent et repassent en boucle les 30 pires secondes de leur journée, puis répètent à l'avance les difficultés du lendemain. 2 fois par jour, pendant des années, la partie la plus profonde de vous-même est restée grande ouverte, et on la nourrit d'anxiété, de comparaison et de ressentiment. Et ensuite, les gens se demandent pourquoi leur moi automatique continue de produire la même vie. Ce n'est pas un échec moral. Personne ne vous avait dit que ces fenêtres étaient différentes du reste de la journée. Mais maintenant, vous le savez, et cela change le prix qu'elles vous coûtent. Voici donc la première chose pratique à faire, et elle est si modeste que vous n'avez aucune excuse. Le matin, avant le téléphone, prenez quelques minutes et ne faites rien. Pas de la méditation avec un grand M. Simplement, ne cédez pas encore votre journée à qui que ce soit. Asseyez-vous les yeux fermés et prenez conscience du fait que vous existez avant même que vos problèmes n'existent. Et le soir, au lieu de passer en revue ce qui a mal tourné, faites passer délibérément une chose par cette ouverture. Une version de vous-même, en train de faire une chose bien précise que vous n'arrivez pas à faire facilement pour le moment. Et je sais ce que l'on se dit en entendant cela. La visualisation a été très mal vendue depuis 30 ans, et la plupart de ce que les gens entendent par là, ce ne sont que des rêveries avec un meilleur éclairage. Laissez-moi donc vous expliquer ce qui fait la différence entre le fantasme et la répétition mentale. Du tout. Pas de poids, pas de répétition physique, rien qu'une répétition mentale concentrée, délibérée et régulière. Et lorsque leur véritable force physique a été testée par la suite, elle avait augmenté, pas autant que celle du groupe qui s'était entraîné physiquement, mais elle a augmenté, de manière significative, grâce à la seule répétition mentale, ce qui vous apprend une chose qui devrait véritablement bouleverser la façon dont vous concevez votre propre esprit. Le corps a réagi à une expérience qu'il n'avait jamais physiquement vécue. L'instruction a été suffisamment forte, suffisamment répétée et suffisamment précise pour que le système nerveux s'y adapte comme s'il s'agissait de la réalité. Votre cerveau ne trace pas de frontières strictes entre une expérience que vous vivez réellement et une expérience que vous répétez avec une attention totale et un véritable ressenti. Il se modifie dans les deux cas, et cela va dans les deux sens. C'est d'ailleurs ce que les gens omettent de réaliser. Si vous avez passé une décennie à répéter mentalement avec intensité l'humiliation, le rejet et l'effondrement, avec toute votre attention et toute votre émotion, alors votre système nerveux a été entraîné à ces scénarios des milliers de fois comme s'ils s'étaient produits. Vous ne manquez pas de discipline. Vous êtes extrêmement bien entraîné, simplement dans la mauvaise direction. Le changement ne consiste donc pas à passer de rien à quelque chose. Il consiste à passer d'une répétition à une autre. Mais il y a un hic, et c'est ce hic qui fait s'effondrer les tentatives de la plupart des gens, et je tiens à être direct à ce sujet. Se représenter une image ne suffit pas. Une image sans sentiment, c'est comme regarder un film sur un inconnu. Ce qui permet à la répétition de s'ancrer dans le corps, c'est l'émotion, car l'émotion est le langage du corps. L'image est l'instruction, le sentiment est ce qui pousse le corps à y croire. Et cela nous amène à la directive la plus difficile de tout ce sujet, celle qui sépare d'ailleurs les gens qui changent vraiment de ceux qui passent 20 ans à lire des livres sur le changement. Vous devez ressentir l'émotion avant d'en avoir la preuve. Chaque parcelle de vous-même s'y opposera. Vous vous direz « Je me sentirai en sécurité quand l'argent sera là. Je me sentirai digne d'intérêt quand quelqu'un me traitera ainsi. Je me sentirai apaisé quand la situation sera réglée. » Et c'est la position la plus raisonnable au monde. Et c'est précisément pour cela que rien ne bouge. Car si vous attendez que vos circonstances vous procurent un nouveau sentiment,
vous continuerez de produire l'ancien sentiment, et cet ancien sentiment continuera de produire les mêmes circonstances. C'est la boucle. C'est toute la boucle. La boucle ne se brise qu'à un seul endroit précis. Lorsque vous générez l'émotion avant même d'en avoir la preuve. Et je ne parle pas de faire semblant. Faire semblant est épuisant et tout le monde s'en rend compte, y compris vous. Je veux dire ceci. Vous vous asseyez pendant quelques minutes. Vous vous représentez mentalement, dans les moindres détails, la chose précise que vous souhaitez voir se réaliser. Et puis, vous vous autorisez délibérément à ressentir ce que vous ressentiriez, si c'était déjà le cas, sans vous contenter de le penser. Ressentez-le dans votre poitrine, dans vos épaules et dans votre respiration. L'assurance, la gratitude, ce calme si particulier qui naît du fait de n'avoir plus rien à prouver. Faites-le jusqu'à ce que le sentiment devienne réel, ne serait-ce que pendant 60 secondes, et quelque chose de véritable se sera produit. Parce que votre corps viendra de passer 60 secondes baigné dans une chimie qu'il ne produit pas d'ordinaire. C'est une nouvelle norme vers quoi nous tendons depuis le début. Rappelez-vous le filtre, celui qui décide quelles sont les rares choses, parmi des milliers, qui parviennent jusqu'à vous. Ce filtre est réglé par votre état intérieur. Changez votre état intérieur, et vous changerez ce que le filtre laisse passer. Ce qui signifie que les coïncidences ne restent pas à leur niveau actuel. Les personnes qui font ce travail régulièrement rapportent la même chose, et cela n'a rien de mystérieux. Une fois que l'on comprend le mécanisme, le monde commence à produire davantage de ces moments. Davantage d'informations utiles qui parviennent jusqu'à elles, de meilleurs timings, davantage de portes qui s'ouvrent à l'instant même où elles en tournent la poignée. En partie, c'est une question de perception. Ces personnes captent ce qui a toujours défilé sous leurs yeux. Mais c'est aussi, pour une autre part, une question de comportement qu'elles ne réalisent même pas avoir changé. Une personne dans un état intérieur différent parle différemment, patiente différemment, demande différemment, entre dans une pièce différemment. Sa vie extérieure se réorganise autour d'elle et cela ressemble à s'y méprendre à de la chance. Je vous encourage à laisser cette question en suspens plutôt que de la trancher ce soir. Ce que je vous dirai sans détour, c'est que le résultat pratique est le même dans les deux cas, et c'est celui-ci. Lorsque vous changez l'intérieur, l'extérieur commence à le confirmer. Et c'est à cela que vous saurez que ça fonctionne. Non pas grâce à un sentiment, mais par l'arrivée de convergences spécifiques, vérifiables et légèrement improbables qui n'étaient pas là il y a 3 mois. Maintenant, avant que vous n'alliez essayer cela, il y a 3 choses qui vont vous arriver, et si personne ne vous met en garde, vous interpréterez chacune d'elles comme un échec. La première, c'est que vous vous sentirez maladroit et que cela vous semblera faux. Vous vous assiérez pour générer un sentiment pour lequel vous n'avez aucune preuve, et une voix vous dira « c'est n'importe quoi, tu te mens à toi-même ». Cette voix, c'est l'ancienne chimie. Bien sûr que cela semble faux. Vous ne l'avez C'est simplement ce que l'on ressent de l'intérieur face à la nouveauté. Ce n'est pas une condamnation. La deuxième chose est plus subtile et elle piège presque tout le monde. Au bout d'une semaine ou 2, lorsqu'un petit quelque chose aura commencé à changer, vous vous ennuierez. Pas découragé, juste ennuyé. Il n'y aura rien de dramatique à signaler, aucune crise à gérer, et ce calme vous mettra étrangement mal à l'aise. Cet ennui n'est pas neutre. C'est le corps qui remarque qu'il a passé trop de temps sans sa chimie habituelle et qui part à sa recherche. Si vous n'y êtes pas préparé, vous irez déterrer un vieux drame juste pour avoir l'impression de retrouver votre état normal. Vous déclencherez une dispute dont vous vous fichez éperdument. Vous irez vérifier quelque chose que vous ne devriez pas regarder. Vous irez remuer une chose qui s'était enfin apaisée. Lorsque cette pulsion surgira, nommez-la à voix haute s'il le faut. Ce n'est pas moi. C'est l'ancien moi qui réclame sa dose. Le simple fait de la nommer lui enlève presque tout son pouvoir, car toute la stratégie de cette impulsion repose sur l'espoir que vous la confondiez avec vous-même. La troisième chose est celle que personne n'apprécie. Certaines personnes de votre entourage ne vont pas aimer cela, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que les relations s'installent dans une certaine dynamique, et vous occupez une position spécifique dans cet agencement depuis des années. Celui qui est toujours disponible, celui qui ne dit jamais non, celui dont la situation permet aux autres de se sentir mieux par rapport à la leur.
Lorsque vous changez de position, cet équilibre est déstabilisé, et les gens essaieront, souvent inconsciemment, parfois même affectueusement, de vous remettre à votre place. Cela viendra en douceur. Une plaisanterie sur votre nouvelle marotte. Une remarque sur le fait que vous avez changé. Une certaine inquiétude sur le fait que vous ne soyez pas réaliste. Et vous ressentirez l'envie de les rassurer en vous effaçant légèrement, parce que vous les aimez et que vous ne voulez pas créer de distance. Vous n'avez pas besoin de vous disputer. Vous n'avez rien à justifier. Contentez-vous de ne pas reprendre votre ancienne position. La plupart du temps, c'est tout ce qu'il faut, et en l'espace de quelques mois, la dynamique se reforme discrètement autour de ce que vous êtes devenu. Mais certains liens ne se reformeront pas. Et c'est la partie que je préfère vous dire honnêtement plutôt que de vous laisser la découvrir avec le choc que cela représente. Certaines connexions ne tiennent que grâce à une version de vous-même qui est en voie de disparition. Lorsque cette version s'en va, le lien se relâche. Pas toujours à la suite d'une dispute, généralement par un lent éloignement sans histoire. Moins d'appels, moins de choses à se dire. Ce n'est ni une punition ni une trahison. C'est le prix à payer pour arrêter de jouer un rôle. Et maintenant, il reste une dernière chose concernant les signaux eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, à votre place, j'écouterai ceci jusqu'à la fin. Ces moments ne sont pas permanents. Ils fonctionnent par saison. Il l'avait remarqué chez ses patients. Les coïncidences se multipliaient pendant la période de réorganisation, puis s'apaisaient par la suite. Et cela correspond exactement au mécanisme. Ce type de signal apparaît lorsqu'un système se trouve entre deux états, lorsque la carapace est tombée, lorsque l'issue est encore véritablement incertaine. Et cela a une implication que la plupart des gens n'envisagent jamais. Il existe une version de vos 12 prochains mois dans laquelle le tiraillement que vous ressentez en ce moment même s'affaiblit, mois après mois, jusqu'à disparaître totalement. Non pas parce qu'on vous aura enlevé quoi que ce soit, mais parce qu'un système qui reste coincé entre deux états finit par cesser d'essayer, par se refermer sur lui-même et par se sédentariser. Légèrement plus petit, légèrement plus silencieux, parfaitement fonctionnel. C'est ça le véritable risque ici. Pas la catastrophe. La catastrophe au moins retient votre attention. Le risque, c'est une installation en douceur, confortable, sans aucun drame, dans laquelle rien ne va de travers et plus rien ne s'ouvre jamais. Vous connaissez des gens à qui c'est arrivé. Vous pourriez les nommer. Il y a eu une période où ils étaient animés par quelque chose, on pouvait l'entendre quand ils parlaient, et puis il y a eu une année dont on ne se souvient pas trop, et aujourd'hui, ils vont bien. Ils vont parfaitement bien. Mais sur leur visage, on lit que quelque chose s'est éteint. C'est à cela que ressemble une fenêtre fermée, vue de l'extérieur. Et aucune des personnes concernées n'a jamais remarqué le jour où elle s'est refermée. Je préfère donc être direct avec vous plutôt que d'y aller avec des pincettes. Ce qui vous arrive en ce moment n'est pas un état permanent. C'est une saison qui a une fin. Et ce que vous en faites déterminera de quel côté vous en ressortirez. Ce qui nous ramène à notre point de départ, à l'heure qu'il est, et à la chose que vous saviez déjà avant même que je ne prononce un seul mot de tout ceci. Vous n'êtes pas venu ici pour chercher des informations. Vous êtes venu ici parce que quelque chose en vous a reconnu le titre avant même de le comprendre. Et maintenant, vous savez pourquoi. Non pas parce qu'un message vous a été envoyé, mais parce qu'une décision qui prenait forme en vous depuis longtemps a fini par prendre suffisamment d'ampleur pour crever la surface. Et c'est à ça que ça ressemble quand cela se produit. Quelque chose était déjà décidé. Cela s'est décidé à travers 10 000 petits moments que vous ne jugiez pas importants. Dans les choses que vous vous obstiniez à taire. Dans l'émotion avec laquelle vous vous êtes réveillé au cours de ces 6 dernières années. Dans la vérité autour de laquelle vous n'avez cessé de tourner. Dans cette version de vous-même que vous avez enterrée à 8 ans et qui, depuis, vous manque silencieusement. Vous avez pris cette décision, lentement, sans aucune cérémonie. Et aujourd'hui, elle refait surface et elle vous demande une seule chose, et c'est bien plus simple que vous ne l'auriez souhaité. Arrêtez d'appeler ça une coïncidence. Pas parce que la coïncidence n'existe pas, mais parce que ce mot est le tiroir dans lequel vous rangez les choses pour ne pas avoir à agir en conséquence. À chaque fois que vous le prononcez, vous prenez une information concernant votre propre vie et vous la classez dans la catégorie « rien ». Et le schéma de répétition qu'il a produite retourne sous terre et continue de diriger vos journées depuis les profondeurs. Alors, prenez ce qui s'est passé cette semaine, la chose à laquelle vous avez pensé dans la toute première minute, celle qui vous a fait rester, et traitez-la comme une information plutôt que comme de la magie. Demandez-vous quelle part de vous-même était réglée sur la bonne fréquence pour la capter.
Répondez avec honnêteté. Puis, posez un acte dans les 24 prochaines heures. Un petit geste, un geste concret, pas un plan sur la comète. Une action. La conversation que vous fuyez. Le message que vous rédigez en brouillon depuis un mois. Le rendez-vous. L'email. La phrase prononcée à voix haute en face de quelqu'un. Car le fait que l'intérieur devienne l'extérieur n'est pas un événement mystique. C'est très exactement cela. Une chose qui n'était vraie qu'intérieurement devenant vraie dans le monde physique par un acte spécifique à un jour spécifique. C'est ainsi que le destin cesse d'être le destin. C'est ainsi que la situation intérieure cesse d'apparaître comme un concours de circonstances. Vous la rendez consciente, puis vous la rendez visible, et le schéma répétitif perd son pouvoir de vous diriger dans l'ombre. Si cela a trouvé un véritable écho en vous, restez avec moi. Abonnez-vous et poursuivons ces conversations, car la prochaine étape de ce travail nous plongera plus profondément dans ce qu'il faut faire lorsque l'ancien moi revient en force. Car il reviendra, et je préférerais que vous ne soyez pas seul la nuit où il le fera. Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, faites l'unique chose pour laquelle cette nuit tout entière a été conçue. Remarquez que vous n'avez pas coupé ceci. Vous aviez 100 options plus faciles. Vous aviez l'intention de faire autre chose. Et vous êtes resté d'un bout à l'autre jusqu'à la fin. Quelque chose en vous a continué de faire le choix de rester. Ce n'était pas passif. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était cette part de vous qui a déjà pris sa décision, vous retenant ici jusqu'à ce que vous l'entendiez. Elle a votre attention à présent. Ne la faites pas attendre jusqu'à ce que la carapace repousse. Quelle que soit cette chose que vous savez déjà devoir faire, vous le saviez avant que tout ceci ne commence. Vous le savez depuis un moment déjà. Ce soir n'est pas le moment où vous le découvrez. Ce soir, c'est le moment où vous arrêtez de faire semblant de ne pas le savoir.